Ici Pierre de Châtillon, nous sommes en août 2012. La crise du violet. J'ai déjà abordé cette question-là dans mes conférences et de l'information additionnelle permet aujourd'hui de rassembler ces connaissances-là anciennes dans un tout qui est cohérent, qui ouvre de nouvelles perspectives. Devant la gravité de ce qui approche, tout ce qui touche l'eau revêt une grande importance et fera la différence aussi. J'ai estimé que ce sommaire-là est important et je ne peux que vous encourager à observer la nature qui vous entoure de cet œil nouveau et à expérimenter par vous-même. Il n'est pas possible d'entreprendre la crise du violet sans comprendre réellement ce qu'est la volonté de faire. La volonté de faire, ce n'est pas inné, ça dépend de circonstances extérieures. La volonté de faire est tributaire d'une chaîne qui démarre dans la tête par une projection créative de la tâche à entreprendre. Et puis là, il y a un glissement pour lequel il y a un passage à l'action qui va se terminer par un résultat qui s'apparente plus ou moins à la création, à la projection d'origine. À l'exemple, il y a une porte qui grince chez vous, puis un bon matin, vous en avez assez. Dans votre esprit, là, vous fomentez la solution qui est celle d'aller chercher de l'huile à gonds dans votre remise et d'en placer quelques gouttes sur les gonds. Et là, il y a un glissement, là, tout d'un coup, vous vous levez de votre chaise, vous passez à l'action, puis vous allez obtenir plus ou moins le résultat escompté. C'est pareil dans la réalisation d'une sculpture inédite et unique ou d'une invention complexe. Elles naissent dans la tête et sont ensuite traduites en un enchaînement d'actions à réaliser qui tous conduisent à produire le résultat final. Tout ça pour en venir à poser la question, c'est combien de fois la projection créative d'une tâche à entreprendre va-t-elle nous toucher? Quel sera le niveau de complexité de cette tâche-là créative? C'est de l'huile à gonds ou c'est une sculpture complexe? Combien de fois cette projection créative va nous stimuler suffisamment pour passer à l'action? Quelle va être la persistance que je vais mettre dans la réalisation de la projection créative? Quel sera le degré de résultat entre la projection créative et le résultat final? La quantité de ces enchaînements-là dans la tête des individus qui composent une population s'additionne et détermine un quotient d'activité et de puissance de cette population-là. C'est une relation qui est fort simple. Plus il y a d'individus, plus il y a d'individus actifs, plus il y a d'individus créatifs, et plus la société sera entreprenante, efficace, évolutive. En un mot, elle sera plus puissante. Mais voilà que toutes les populations ne possèdent pas le même niveau de créativité et présentent des variations qui sont disproportionnées. En fait, comme la plupart des populations occupent des territoires assez bien délimités dans l'axe nord-sud, il est possible de faire une comparaison facile de cet indicateur-là en fonction de la latitude. Ainsi, si l'on mesure les pays entre les deux tropiques comparativement à ceux qui sont situés à l'extérieur, pour la question de la créativité, l'entrepreneurship et la volonté à poursuivre la tâche jusqu'à sa complétion, ils sont catégoriquement différents. La quantité de brevets, par exemple, est incomparable. Plus nous repoussons vers les pôles les territoires à être comparés, et plus cette différence-là s'accroît. Au point où il est possible de dire que pratiquement l'ensemble de la civilisation moderne s'est dessinée et architecturée entre le tropique du Cancer, qui est situé au 23e degré nord, et le 45e degré nord. La créativité et la volonté de faire ne possèdent pas que des variations latitudinales, mais aussi des variations saisonnières. N'êtes-vous pas plus fleuri dans votre tête le printemps, plus paresseux à l'été, plus actif à la fin de l'été, et plus dépressif à l'automne? Saisonnier. Ce sont les qualités des terres qui déterminent cette volonté de faire. Les anciens attribuaient cette qualité de la terre à la qualité du rayonnement céleste frappant une zone puis provoquant un environnement climatique particulier. Ces zones étaient mesurables par l'intermédiaire du L, une mesure en millions de yards prise à partir de l'île Ellesmere, en relation avec la position oscillante de l'axe de la planète. Martelé par un rayonnement qui est déterminé provenant de l'espace qui nous environne, cet environnement-là climatique est le fruit d'une projection, comme le serait un projecteur diapositive qui imprimerait une image sur la Terre. Chaque fois que l'axe bouge, il entraîne alors l'ensemble des climats de la planète avec lui, puis avec toutes les caractéristiques et déformations imaginables que recèle la projection sur une sphère.
Connaître le fonctionnement de l'axe est un art essentiel à la prédiction des changements des climats. Les particularités attribuables à ces zones proviennent du rayonnement électromagnétique frappant la Terre à cet endroit. Suivant les conditions climatiques particulières de l'endroit, ce rayonnement se matérialisera et imprégnera la Terre. Une matérialisation qui est en fait une accumulation de ces propriétés-là qui surviennent lorsque la température est fraîche la nuit et que la journée est agréablement chaude, ce qui provoque la rosée du matin. Ce n'est pas sans raison que vous allez retrouver dans les propos que je vous donne des notions d'alchimie ancienne, car c'est uniquement dans ces conditions que se forme la rosée du matin, qui pourrait être définie comme l'agrégation d'une masse d'eau qui se produit entre le moment où le soleil se couche et son lever. Cette rosée sera baignée toute la nuit de ce rayonnement qui va modifier son aspect, qui va charger alors d'ions négatifs. Vous savez, cette bonne odeur de linge qui sèche sur la corde à linge. La douce chaleur de la journée va ensuite garantir la lente évaporation de cette couche de rosée-là sur la Terre qui s'échauffe le matin, dissipant alors lentement dans l'air environnant cette vapeur riche qui fait tant saliver les amoureux de la Terre. Il est possible de repérer ces terres particulièrement riches en dépôt par la simple observation, puisque cette vapeur possède certains attributs caractéristiques comme sa couleur et sa volupté. En effet, lorsqu'on observe le champ du matin vers le soleil, à ce moment-là où la terre riche commence à exhaler ses vapeurs, il est possible de constater une teinte violacée dans l'air près du sol. Cette teinte est la vitesse à laquelle elle se dissipe sous l'action du soleil de la journée. Elle est le témoin que les anciens utilisaient pour jauger de la valeur d'une terre. Comme la glace détruit les qualités intrinsèques de cette eau de rosée, comme la pluie du lendemain va la dissiper dans le sol et que la trop grande chaleur du matin va l'évaporer trop lentement, l'endroit idéal doit donc comporter des nuits fraîches et des journées bien tièdes. La crise du violet survient lorsque la journée est trop chaude, ce qui aura comme conséquence de dissiper très rapidement le matin cette eau de rosée, limitant du coup la durée de l'évaporation de cette vapeur de teinte violet dans l'air. C'est cette même variation de l'intensité du violet au lever du soleil qu'il est possible d'observer sur les images d'une caméra qui filme un même horizon à longueur d'année. Alors que l'effet de la dissipation du violet s'étire parfois sur 60 à 90 minutes pour une journée tiède, il n'y en a pas du tout durant les journées trop chaudes. De la même façon, cette teinte violacée n'existe pas du tout durant les journées ennuagées. Le différentiel thermique entre le jour et la nuit, essentiel à la production de la rosée, n'existe plus. S'il pleut, ces fluides-là sont aussi emportés avec la pluie. Ils se dissipent inutilement dans le sol. De plus, il est possible de constater des variations saisonnières. Avec l'hiver et le froid, la teinte de violette s'atténue et se stabilise au long de la journée, donnant à l'air cette teinte-là d'azur qui est bien connue. Vous obtenez ainsi un rapport direct avec vos propres variations saisonnières, celles de tous. En plus des forces du système solaire qui imposent aujourd'hui une polarisation des températures plus grande sur la Terre qu'elle ne l'était, étouffant ce processus-là dans des régions précises, les changements de l'axe de la planète vont modifier la qualité des terres rapidement, en les entraînant ailleurs, laissant une planète très différente. Cette même ionisation-là est indispensable aux échanges microcellulaires et au fonctionnement électrique du corps humain. Un soleil du matin agréablement chaud et un intérieur rafraîchi de cette eau servie glacée possède comme conséquence de fournir une masse d'énergie vitale capable d'alimenter le corps pendant un long moment. Elle communique une vitalité nouvelle, même si les jeunes vont moins ressentir les effets à cause d'une capacité biologique plus grande, puis même si les résultats intellectuels ne sont pas si faciles que ça à mesurer, les effets physiologiques sont parfois puissants. Ils se font ressentir de 36 à 48 heures, puis ils se poursuivent parfois sur 48 heures. L'eau tournée possède le même usage, apporter au corps quelques parcelles de cette énergie-là par l'intermédiaire d'une eau qui sera traitée de façon à comporter cette ionisation-là, puis qui va être servie de lacet. Le phénomène de réchauffement des couches superficielles de la peau va alors engendrer la dispersion de cette électricité-là sous forme d'une capacité métabolique. Très glacée, elle va alors franchir les barrières lymphatiques du cerveau, puis elle aura un effet très vivifiant.
notre corps est une usine dont le succès est mesurable. Ce succès-là mesurable est le produit du succès de chacun des départements de cette usine-là. Le sang, la mécanique urinaire, la mécanique digestive, celle musculaire, cérébrale, ce sont des engins qui, pour réussir à bien fonctionner, doivent être alimentés en ressources, en énergie, en matières premières, en disposition des déchets. C'est à ce prix-là que l'ensemble peut poursuivre la tâche qu'il s'est donnée. Que cette énergie essentielle vienne à manquer quelque part dans l'usine, et l'enlèvement des déchets va bourrer. Ce qui est acceptable pendant un moment, les déchets vont s'accumuler, puis bientôt, le département entier sera plus en mesure de réaliser la tâche essentielle requise. C'est à ce moment que se manifestent les mots conscients. Gardons ça simple. L'électricité qui est acheminée dans vos fibres nerveuses, elle n'est pas informative, mais motive. C'est pas un signal qui est acheminé aux muscles qui signifie qu'il y a une contraction à faire, mais un fluide électrique acheminé à toutes les microfibres musculaires et à toutes les cellules composant le muscle qui s'associent ensemble pour la production d'une contraction musculaire, tout comme l'électricité s'engage dans un électroaimant. Cette façon de faire-là n'est pas que dans la contraction de muscles, puisque toutes les cellules du corps humain sont tributaires d'une connexion au réseau électrique pour leur fonctionnement, puis d'une étroite association entre ce qui est disponible comme énergie dans la cellule sous forme métabolique et l'apport d'électricité acheminée sur le réseau de fibres nerveuses pour être en mesure d'effectuer la tâche pour laquelle elle est conçue, sa nature. Les besoins en énergie de votre corps ne sont pas ceux d'un ordinateur qui compulse des données puis envoie des missives, mais celles d'une machine-usine avec beaucoup de départements puis des gros engins consommateurs d'énergie. L'énergie vient à manquer un jour qu'un signal d'alarme d'avertissement s'allume, fatigue, goût de dormir, réfléchir est une tâche qui demeure raisonnable, mais le goût de faire va disparaître. Si la situation se poursuit, il y a des douleurs qui vont apparaître ici et là. Le goût de faire va finir par disparaître même sur l'essentiel. Le sommeil ne sera pas bon. La fatigue va s'installer en continu, puis des maladies vont émerger. À la fin, l'individu tombe dans une profonde dépression, ses raisonnements sont décousus, son esprit est asphyxié. Il y a encore moins de cette électricité disponible, puis c'est la mort. Je vous ramène ici un concept ancien assez bien représenté par Mary Shelley avec son fameux roman Frankenstein, dans lequel l'électricité n'est pas le sous-produit d'un corps qui fonctionne, mais une force motrice même du vivant. L'idée qu'elle puisse être insérée dans une masse biologique, dans un état prédéterminé, puis qu'elle puisse ainsi rétablir l'ensemble des processus biochimiques du corps humain tout à la fois, en donnant l'impulsion nécessaire à la vie, n'est pas aussi incroyable, puis ça reflète assez bien le concept ancien. Ça, c'est la manna des anciens. La manna de la Bible, vous savez, pour laquelle 40 jours, 40 nuits dans le désert, ils ont vécu de la manna. L'odeur de votre santé, pratiquement la seule nourriture indispensable au corps, possède l'odeur du linge séché sur la corde. Cette odeur de frais si appétissante est celle des ions négatifs qui se sont déposés sur le linge par la rosée de l'air et qui se dissipent dans votre nez. Cette odeur sont les cris de joie exprimés par les travailleurs des différents départements de l'usine qu'est votre corps à la vue du camion qui viendra enfin dégorger les corridors des vidanges et va permettre à l'usine de reprendre enfin de l'efficacité. Entourer votre vie de cette odeur, c'est la remplir d'ions négatifs naturels. Cet échange thermique-là, qui impose du frais à l'intérieur et du tiède à l'extérieur, était considéré comme extrêmement bénéfique par les anciens, qui s'imposaient aussi occasionnellement des brusques retournements de température en se plongeant dans l'eau glacée du matin, par exemple. Absorber de l'eau glacée chaque jour en quantité suffisante pour sentir cette fraîche-là en vous à quelques reprises. Assurer à votre corps une température équilibrée en maintenant sur vous une chaleur confortable en tout temps. Assistez au lever de soleil aussi souvent que vous le pourrez et à l'évaporation de la rosée. Oui, je participe à l'essence divine puisque tous les matins, je contemple l'évaporation de la rosée. Ouais, bon, c'est certain qu'il y a d'autres activités possibles que de contempler l'évaporation de la rosée. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à personne non plus. Faut quand même expliquer pourquoi vous vous transformez tous les matins en nain de jardin. Par expérience, il n'y a pas grand monde à l'extérieur à ce moment-là, mais on ne sait jamais. En fait, je vous suggère de même pas le présenter ainsi, ça regarde drôle. Quoi qu'il en soit, ce soleil en bouteille-là n'est pas facile à engranger. L'air et l'eau ne peuvent qu'en capter des quantités réduites, et bien que les ionisateurs électriques possèdent certaines vertus, les effets ne sont pas les mêmes. Le moment le plus important pour récupérer cette eau-là est au printemps, à la fonte des neiges, alors que cette eau
conservés au sol durant l'hiver, qui possèdent une densité un peu plus légère, se retrouvent à toutes les sources. Ainsi récupéré, le produit peut être concentré par distillation et conservé hermétiquement. Il existe une autre façon fort simple d'extirper cette énergie que j'ai conçue à partir des enseignements des anciens et de ceux de Schauberger, dont l'efficacité sera en relation avec la température de l'eau qui est acheminée à votre maison. La technique ne fonctionne pas toujours. Elle est tributaire de la qualité de l'eau et de sa température. Elle doit être suffisamment froide et isolée dans son transport sous terre pour conserver une température très froide jusqu'à votre maison, sinon elle va dissiper la plus grande partie de cette ionisation-là dans l'aqueduc. Pour cette raison-là, l'été n'est pas très bon et la durée d'exposition doit alors être augmentée. Tôt le matin, c'est le meilleur moment de la journée. Ainsi, si la température de l'eau dans l'aqueduc desservant votre maison s'élève trop, les vertus qui sont recherchées vont disparaître en cours de route, et il va rester peu de choses. À température froide, cette eau-là s'avère plus légère, étant restée à la surface. Elle est donc la première à être tirée des aqueducs le matin. L'hiver, lorsqu'il y a gel, et bien que les conditions de conservation et de transport soient bonnes, la rosée s'accumule plus autant le matin, puis l'effet varie. Un indicateur simple est souvent la buée qui apparaît sur le bec robinet chromé d'un évier. S'il ne devient pas embué par l'eau froide du matin et la température ambiante extérieure, c'est que la température de l'eau n'est pas assez froide et le résultat sera incertain. Le principe est le suivant. Un jet d'eau puissant, suffisamment long et froid qui sera éclaté, qui sera éclaté sur une surface plane, dégagera un vent d'une fraîcheur marquée qui possède l'odeur caractéristique des ions négatifs. Ce vent-là surgit uniquement lorsque la vélocité de l'eau atteint une certaine vitesse et que l'eau est éclatée à angle contre une surface plane. La longueur du jet améliore l'effet en ajoutant à l'enchaînement de l'eau. Voici d'ailleurs un court vidéo qui démontre la puissance du jet d'eau et l'effet recherché. C'est l'ionisation électrique qui enchaîne les molécules d'eau les unes après les autres. C'est du bruit de cet enchaînement-là que naît l'air chargé d'ions négatifs qui se repousseront alors violemment qui occasionne le vent frais qui possède cette odeur si caractéristique. Le mécanisme peut aussi être en circuit fermé et alimenté par une quantité d'eau dont la température est abaissée par un refroidisseur. Le jet d'eau sous pression devra alors être plus long pour permettre d'accumuler suffisamment d'énergie avant sa libération. Il faut noter que c'est ici que l'énergie libre à consommation vitale et l'autre, l'énergie libre à usage mécanique, se divisent. L'enchaînement des molécules d'eau par l'ionisation électrique est essentiel au fonctionnement des mécanismes présentés par les anciens, puis la libération de cette décharge-là électrique dans l'air n'a pas lieu parce que le phénomène d'enchaînement d'eau sert à la capacité mécanique. Nos grands-mères élevaient des marmailles à la douzaine puis possédaient une énergie à revendre. Elles passaient leur vie autour des éviers de la maison, lavant ça, préparant cela, arrosant encore ça. Les terres privilégiées par les anciens pour demeurer étaient toujours celles qui occupaient le nord-ouest du sommet d'une chute ou d'une cataracte. Vers le nord-ouest, c'est la direction dans laquelle se dissipe cette ionisation naturelle. C'est en fait la raison de la conception des dévidoirs des anciennes cataractes ou chutes. La production d'ions négatifs ne fait pas que donner de l'impression de frais, mais provoque réellement du froid, abaissant alors la température de l'eau. On approche des saisons plus froides. Respirer cet air à raison d'1 minute le matin à l'aube pendant quelques semaines, c'est ce qui vous permettra assurément de toucher quelques-uns de ces matins privilégiés. Les effets qui vont varier selon votre âge puis votre état de santé vont se faire ressentir de 36 à 48 heures après l'inhalation par un ajout de vitalité marqué, une jeunesse, un goût de fer renouvelé. Les effets se dissipent ensuite insensiblement, parfois sur 48-72 heures. L'effet ne s'apparente pas vraiment à celui d'une drogue ou d'un excitant, mais plutôt à celui d'une gasoline qui est nécessaire à faire fonctionner l'usine. Vous pourrez l'expérimenter vous-même. Quelque chose qui auparavant fonctionnait, puis là qui a cessé de fonctionner. Aucune subtilité dans les effets, la même vitalité que vous ressentez les premiers jours du printemps, par exemple. Cette même vitalité-là que vous aurez certainement ressentie à la suite d'un de ces voyages de vacances, en montagne, au bord de la mer, quoi. Et bang, tout d'un coup, ce qui était insurmontable hier devient facile et frise la banalité. Et voici ce que j'en dis. Si vous goûtez une seule fois seulement, à cette énergie si bénéfique,
Vous aurez alors aucun doute, puis vous saurez exactement ce que je vous décris. L'effet va être si impressionnant que vous ne mettrez pas de temps à retenter une nouvelle expérience. C'est un cadeau. J'espère vous avoir convaincu, parce que le résultat est un atout incontestable à votre vie. Avec toute mon amitié, ici Pierre de Châtillon.